Dans quelques jours à peine, nous serons au mois d'octobre 2024 et le mois d'octobre signifie quelque chose de très important dans le milieu littéraire parce que c'est le mois le plus chargé de l'année. On a la rentrée littéraire qui tient lieu de septembre à novembre à peu près, mais c'est vrai qu'en général, c'est octobre le mois qui est bien chargé en sorties. Et donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous présenter toutes ces petites sorties du mois d'octobre. On est donc parti pour voir ensemble les sorties d'octobre. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir. Et je vous invite aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici. Alors comme je disais, octobre est un mois qui est vraiment très chargé, il y a vraiment beaucoup de sorties. Et même si là je vous ai fait une sélection qui est plus grande que ce que ça peut être sur les autres mois, ça reste une sélection, ça reste une liste qui est non exhaustive, qui correspond aux sorties qui m'ont intéressée, aux maisons d'édition, aux auteurs, aux genres littéraires qui m'intéressent et que je suis. Donc il est fort possible qu'il y ait un livre que vous soyez au courant qui sort en octobre, qui peut-être vous intéresse, mais qui ne sera pas présent dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir les vidéos de sortie du mois d'autres personnes, soit sur YouTube, sur Instagram ou même sur TikTok, qui auront certainement des listes un peu différentes et complémentaires à la mienne pour avoir le plus d'informations possible pour vous. On commence le 2 octobre aux éditions Casterman avec La Lame du Roi, le premier tome de la saga Halfling, alors je crois que je l'ai mal prononcé, écrit par Melissa Blair. On sera du coup sur une saga qui comptera normalement 4 livres si je me trompe pas et je vais vous lire le résumé de ce premier tome. Une tueuse sans scrupules, un roi cruel, un ennemi mystérieux. Kira est la lame du roi. Elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne. Quand une révolte contre la famille royale éclate, elle est missionnée pour débusquer l'insaisissable personnage à la tête de ce complot, celui que l'on surnomme l'Ombre. Mais en suivant sa trace dans les terres magiques des Fae, Kira découvre une vérité troublante sur ses origines et sur celle de l'Ombre. Rongée par le doute, elle va devoir choisir son camp. Celui du roi qui a décimé son peuple, ou celui de l'Ombre qui menace la paix du royaume au nom de la liberté. Maintenant, dans un tout autre registre, plutôt historique, voire même mythologie, on va avoir Médée aux éditions Hauteville, écrit par Rosie et Elette, je ne vais pas savoir comment le prononcer. On va être ici sur une réécriture du conte de Médée et j'avoue que même si je m'intéresse énormément à la mythologie, Médée fait partie de ces personnages que je connais peut-être le moins et que je suis le plus curieuse de découvrir. Rejetée, persécutée, tourmentée, farouche, puissante et magicienne. Médée aspire à une autre vie. Depuis l'enfance, elle a été séparée de sa sœur, rejetée par sa mère, persécutée par son père. À cause d'un talent dangereux et unique, la magie. Et quand un jeune héros fringant, Jason, se présente pour mettre la main sur la toison d'or, à laquelle le père de Médée tient comme à la prunelle de ses yeux, elle y voit une chance de s'échapper. Elle propose alors son aide au jeune homme, dont elle tombe rapidement sous le charme. Pour triompher des épreuves que son père a mis en place pour protéger son trésor, elle offre à Jason toute sa force, sa magie et sa loyauté, avec l'espoir que cela lui ouvrira les portes de son cœur et de sa liberté. Mais au bout du voyage, Médée ne peut échapper à sa destinée. Celui-ci du coup je vais normalement le recevoir en service de presse donc je pourrais vous en parler. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur TikTok dans lequel je vais vous montrer les vlogs lecture quasiment le lendemain dans lequel j'ai lu le livre. Ensuite en direction les éditions Bayard Jeunesse avec le prochain roman de Victor Dixon, Agence Perdito. On est du coup là sur le premier tome d'une nouvelle saga. Il sera disponible en format broché et juste ici j'ai le format relié que je vais vous présenter. Il est vraiment très joli comme on peut le voir, je ne sais pas si avec la lumière vous le verrez. On a un petit peu des reliures qui sont un peu masquées avec les reflets, je trouve que ça fait vraiment très joli. Et on a un jaspage qui lui aussi est vraiment très beau. Voilà, on a vraiment un bel objet livre pour du jeunesse, c'est pas forcément hyper fréquent. À chaque instant, des objets et des gens disparaissent mystérieusement. Où atterrissent les choses que l'on égare chaque jour? Trousseau de clés que l'on pensait avoir glissé au fond de son sac. Ou ce livre qu'on jurerait avoir laissé sur sa table de chevet en s'endormant. Parfois, ce sont même des personnes que l'on perd de vue, comme si elles s'étaient évaporées. Et si ces objets et ces gens n'avaient pas été perdus, mais volés par des créatures avides, venues d'un autre monde, pour arracher des morceaux d'une autre? Les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère a mystérieusement disparu. Et la jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour survivre. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. On change là encore une fois de registre avec cette fois un thriller polar avec La femme de ménage, le tome 3, La femme de ménage voit tout, écrit par Frida McFadden. J'avais lu le premier tome, j'en avais parlé ici, j'avais vraiment beaucoup aimé. Pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée dans la suite de la saga parce que les retours sont un peu plus mitigés. Mais celui-là a l'air vraiment assez chouette. Je vous lirai pas le résumé pour pas risquer de spoiler ceux qui n'ont pas commencé la saga. Mais vraiment, c'est l'un des... Même si je lis pas énormément de thrillers ou de polars, je vois avec que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Aux éditions
Hachette Heroes cette fois, on arrive sur un roman qui sort à une saison parfaite. Je l'ai déjà lu, je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul du mois d'août et je l'ai lu durant le mois d'août aussi, il me semble. Il s'agit de Starling House, écrit par Alix Earo aux éditions Le Rayon de l'Imaginaire. Hachette Heroes, on est sur un one-shot avec une ambiance manoir, un peu film d'horreur, small town des États-Unis. Vraiment, il y a toute une ambiance qui est incroyable et qui sera parfaite pour la saison, mais je vais vous lire le résumé pour un petit peu plus vous donner une idée. La mâchoire en fer sculpté d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire des sycomores enchevêtrés. Dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit, dont on ne sait rien, et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Éden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près. Surtout qu'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Surtout qu'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ses cauchemars à elle. Entrez si vous l'osez. Du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. On n'est pas sur une ambiance maison hantée, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça. On va être vraiment sur quelque chose de souvenir, quelque chose de très mystérieux, un côté très thriller pour connaître les origines de cette maison, de ses occupants, de ses habitants, des personnes qui l'ont créée même à l'origine. Et c'est toute cette ambiance-là en fait qui pousse toujours plus à la lecture. On va avoir un jeu de mensonges et de vérité parce que on va découvrir plein d'histoires en fait qui sont censées être la même mais qui pourtant sont différentes et qui petit à petit vont changer et peut-être se rapprocher de plus en plus de la vérité. Vraiment, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui sera idéale pour cette saison. Ensuite, aux éditions Sabran, un livre dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien parmi les lecteurs VO, alors que pourtant les vampires c'est pas forcément ce qui m'attire à la base, mais avec les retours que j'ai vus, celui-là m'intrigue énormément. Il s'agit de Dot de sang de S.T. Gibson qui sortira du coup aux éditions Sabran. On est sur une réécriture du conte de Dracula, mais cette fois du point de vue de l'une de ses femmes. Dans les décombres d'un village ravagé par la guerre, un mystérieux inconnu arrache Constanta, simple paysanne, au bras de la mort. Elle devient en un instant l'épouse d'un immortel, qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparée à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grands délices de ce monde. Mais bien qu'ils soient tous deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont quant à eux être peu à peu souillés par le doute. Est-elle vraiment maîtresse de son destin? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand des sacrifices. Alors voilà, c'est un roman vraiment qui m'intrigue beaucoup parce qu'on semble être plus sur quelque chose de dramatique, d'historique, etc. que vraiment le cliché en fait du vampire. Ça m'a l'air beaucoup plus profond, beaucoup plus beau que ça et c'est pour ça que ça m'attire à ce point-là, je pense. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur un roman qui fait pas beaucoup de pages et j'ai du mal à me dire de dépenser autant d'argent pour un livre aussi petit. Donc on verra, peut-être que je le découvrirai plus tard après avoir vu encore d'autres de super bons retours et je me dirai il faut absolument que je le lise, on verra bien. Ensuite aux éditions Brajlon, le premier tome de nouvelles duologie de sorcières, c'est même de la romantasy si je ne me trompe pas, avec Tonight I Burn, premier tome de Les sorcières de Alceste, écrit par Katharine J. Adams. Il suffit d'une étincelle pour embraser le monde. Épines, marées, braises, orages, minerais. La cité fortifiée d'Alceste, les 5 assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran connu sous le nom de Haut Gardien. Penny est une jeune sorcière de l'assemblée de l'Épine, un clan chargé de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Chaque nuit, une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher, et chaque matin, cette sorcière revient. Mais un jour, Ella, la sœur de Penny, ne revient pas. Et pour la retrouver, Penny enfreint les règles. Elle brûle en secret. Son périple l'amène à un étrange manoir, dont le propriétaire, le séduisant Lord Malin, lui propose un dangereux marché. Et à Alice, une prophétesse, qui lui montre la rébellion naissante au sein de la forteresse. Partagée entre deux mondes, Penny doit alors faire des choix impossibles. Car ce n'est pas seulement la vie de sa sœur qui est en jeu, c'est le sort de la magie elle-même. Du coup le roman il sortira en brochet, mais en brochet avec Jaspa, je vous le mettrai juste ici pour vous montrer. Vraiment il est dans la continuité de la couverture, donc je trouve que ça fait un ensemble vraiment très joli. Maintenant on se dirige aux éditions Gulfstream avec un prochain roman francophone, le prochain roman de Dana Béchalis, Le Royaume des Géants, Le Secret des Nuages. Et là on sera normalement sur une duologie, donc il devrait y avoir 2 tomes en tout. Enfant, Saf s'émerveillait des légendes des dragons célestes que lui racontait son arrière-grand-mère, originaire de l'empire du Jade brisé. Aujourd'hui la jeune fille a grandi et ses histoires ont nourri ses rêves. Ces histoires ont son rêve, voler par-delà les nuages. Pour y parvenir, Saf doit retrouver l'ingénieur qui a créé Sapami,
Overboard animé par une magie aussi fascinante que vitale, l'influx. Intégré dès son arrivée à la capitale Tours dans un groupe de livreurs, dont l'énigmatique Maxime, Sav s'aperçoit vite que cette ville, cernée par la montée des eaux, cache d'insondables mystères. Comme la sensation tenace, tel un appel au secours, elle ressent à proximité de la guilde des marchands. Alors que des nuages menaçants se rapprochent de la ville, Sav est entraînée dans une quête inattendue qui va bouleverser ses certitudes. Et si ces signes annonçaient le terrible châtiment du royaume des géants? Ensuite, je vais vous parler d'une saga dont je vous ai déjà pas mal parlé ici. Il s'agit de la saga des Chroniques de Sainte-Marie parce que au mois d'octobre va sortir Le bien et le mal et l'histoire qui est du coup le 14e et dernier tome de cette saga que moi j'aime énormément. Je ne lirai pas le résumé de ce tome là tout simplement pour pas vous spoiler parce qu'on est quand même sur 13 autres tomes juste avant, que d'ailleurs j'ai pas tous lus. Juste ici, j'ai les 8 premiers tomes, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi pour l'instant j'ai lu les 6 premiers, donc il m'en reste encore 2 à découvrir. On est sur une saga d'Uchronie dans laquelle on va suivre des universitaires qui sont historiens, en tout cas ça en apparence, parce qu'en réalité, pour étudier l'histoire, ils vont voyager à travers celle-ci afin de découvrir ce qui s'est réellement passé dans tous les événements les plus connus de notre passé. Et petit à petit, il va se passer plein de choses, on va se rendre compte que ce qu'on nous a raconté, c'est peut-être pas entièrement la vérité. Donc on a Jodie Taylor, du coup l'autrice, qui joue en fait un petit peu avec l'histoire. On a des personnages que je trouve très très attachants, que moi j'aime beaucoup. On n'est pas sur une grande saga épique, comme pourrait l'être tant d'autres sagas de fantasy par exemple, mais on est sur une saga où chaque tome, moi, me fait vraiment chaud au cœur de le lire. C'est toujours un réconfort, une petite safe place, un moment doudou de retrouver cette saga, ces personnages, et la plume de Jodie Taylor que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, dans sa narration, elle s'adresse directement au lecteur, donc en fait, on a un petit peu la pression. En fait, c'est Madeleine Maxwell, dit Max, la protagoniste, qui narre le résumé, mais c'est comme si la protagoniste nous racontait directement à nous son histoire depuis un futur lointain, comme si c'était un peu notre grand-mère qui nous racontait son passé. Et ça a un côté assez décalé et assez brisé le quatrième mur que j'aime énormément dans cette narration. En tant que grande fan d'histoire, j'aime vraiment ce côté immersif dans des moments de l'histoire avec lequel s'amuse à jouer l'autrice. Donc voilà, c'est une saga que moi j'aime beaucoup. Et le 14e et dernier tome sort du coup le mois prochain, même s'il y a 27 livres, je crois, en tout, en VO, mais il y a des nouvelles, des tomes ,5, etc., etc. Donc il n'y a que 14 tomes principaux. Ensuite, on n'est pas vraiment sur une nouvelle sortie, on est plutôt sur une réédition, mais il a une petite particularité qui fait presque de lui un nouveau roman, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, alors que normalement je ne vous présente pas les rééditions. Il s'agit de Sorcery of Thorn, l'intégrale du coup qui contient Sorcery of Thorn et Mystery of Thorn Manor, qui était une toute petite suite. Et en fait, la petite particularité de ce roman-là, de cette intégrale-là, en plus du fait d'être tout simplement une intégrale, c'est aussi que je vous mettrai un petit exemple juste ici qui a partagé la maison d'édition. On va avoir, vous voyez en vert ici, des petites notes en fait de l'un des personnages de l'histoire qui est Silas, qui va en fait simplement venir commenter un petit peu l'histoire. Je sais pas exactement comment ça va se présenter, exactement comment il va intervenir dans l'histoire, mais je trouve ça vraiment hyper chouette. Pour ceux qui ont lu Sorcery of Thorn, c'est un personnage je pense qu'on adore tous, donc je trouve ça vraiment très chouette. Et en plus le livre est magnifique. Moi personnellement je m'étais jamais acheté ni lu le petit préquel, donc là c'est vraiment l'occasion d'avoir une édition magnifique de ce premier roman qui a été l'un de mes premiers livres quand j'ai recommencé la lecture, que j'ai adoré, et de pouvoir en plus du coup découvrir le petit préquel qu'au final j'avais jamais pris le temps de découvrir. Mais du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sorcery of Thorn, je vais vous lire le résumé du roman principal afin de potentiellement vous le faire découvrir. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, élevée au milieu de dangereux grimoires magiques d'une des grandes bibliothèques d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge. D'ailleurs, peu de temps après le passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorn, un des ouvrages va se transformer en monstre de cuir et d'encre, semant la mort, la destruction. Et c'est Elisabeth qui se retrouve accusée de l'avoir libérée. Forcée de comparaître devant la justice à la capitale, elle se retrouve prise au cœur d'une conspiration vieille de plus d'un siècle. Bien malgré elle n'a d'autre choix que de se tourner vers son ennemi, Nathaniel, et son mystérieux serviteur, Silas. Car ce ne sont pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais le monde tout entier. Et face à ce terrible complot, Elisabeth va devoir remettre en question tout ce qu'elle pensait connaître jusqu'ici, y compris elle-même. Un des thèmes qu'on aime énormément à l'automne et surtout en octobre parce qu'on est un petit peu sur le mois d'Halloween, etc. En tout cas, moi, un des thèmes que j'aime beaucoup, ça va être tout ce qui va être spiritisme, un petit peu fantôme, maison hantée, etc. Et on a le livre parfait qui va sortir aux éditions Mennos Naos au mois d'octobre. Un prochain roman francophone écrit à 4 mains par Cécile Guillot et Nora Lake, qui est Les filles de Witch Hazel House et qui sortira aux éditions Naos Mennos le 9 octobre. Il sortira uniquement en format relié, si je ne me trompe pas, avec un jaspal que je vous mettrai juste ici. L'arc vient d'être admis à Witch Hazel House dans un programme spécial
accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de TOC, elle espère pouvoir prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amas mélisses, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme, afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, et de plus en plus violents, puissants, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont éveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé, et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Alors celui-ci vraiment me fait beaucoup d'œil, je dois l'avouer, parce que de base, moi je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup regarder les vidéos un petit peu urbex / spiritisme voilà, c'est des vidéos que j'aime bien regarder et du coup c'est vrai que j'ai pas encore lu un peu l'équivalent livre et je trouverais ça hyper intéressant. Aux éditions Slalom, maintenant on va voir le premier tome d'une nouvelle saga qui est La mémoire du sang, premier tome, La Légion Neuve, écrit par Elie Harini. Là encore on va être sur un format broché mais avec un jaspage que je vous mettrai juste ici. Tous les 10 ans, la Légion Neuve exige de chaque région du continent qu'elle lui fournisse de jeunes enfants qui deviendront les forces vives de son armée. Kat et Shani sont de ceux-là. Arrachées tôt à leur famille et ayant grandi ensemble, elles forment avec 4 autres légionnaires une famille de cœurs soudés. Aujourd'hui surentraînées et redoutées, elles sont devenues des guerrières spectaculaires et prêtes à tout, sauf à ce que leur réserve leur première mission. Révolte, dissimulation, manipulation politique et liaison dangereuse, Kat et Shani font bientôt face à des enjeux qui dépassent les questions de vie ou de mort auxquelles elles ont toujours été confrontées. Alternant entre le présent des guerrières et le récit de leur enfance. Ensuite, on va aller aux éditions Sabran avec probablement l'un des romans, si ce n'est le roman parmi les sorties du mois d'octobre que j'attends le plus. Il s'agit du prochain roman de Laïs Bardugo qui est Le Familier, qui sera du coup un one-shot. Comme pour tous ces romans, Sabran nous proposera et en format broché et en format relié que je vous mettrai juste ici avec un jaspage, mais il y a une petite particularité pour celui-ci, il va y avoir 2 différentes. On va voir cette édition-là qui est apparemment une édition qui sera plus rare, moins présente en bibliothèque, il y aura moins d'exemplaires de celle-ci, une édition un peu plus classique qui sera on va dire l'édition courante, et vu qu'il y a la jaquette par-dessus, vous saurez pas lequel est-ce que vous allez acheter tout simplement. Il y a les éditions Big Bang qui avaient fait la même chose pour Curious Tide, ça avait beaucoup plu, donc est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que Sabran s'est inspiré de Big Bang pour faire ça? Je sais pas trop. Moi je trouve que les 2 couvertures sont vraiment toutes les 2 très jolies. En fait je pense que je préfère le dessin de la classique, mais je préfère le côté doré de la plus rare parce que le côté couleur sur couleur monochrome, c'est vrai que je suis pas forcément fan. Donc je verrai bien au moment d'acheter le roman sur quelle édition est-ce que je vais tomber. Le destin peut être changé et les malédictions peuvent être brisées. Au XVIe siècle, à Madrid, Lucia utilise sa magie pour venir à bout des corvées des filles de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Mais les tours qu'elle exécute au plus grand plaisir des nobles deviennent un jeu dangereux pour Lucia lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique à son souverain, encore sous le choc, sous sa défaite face à la reine Elisabeth d'Angleterre. Lucia plonge alors dans un monde d'hommes de foi et d'escrocs, aux côtés de Gwyneth Santagel, j'espère que je l'ai bien prononcé, un être immortel à la sinistre réputation, qui l'aidera à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée de ses origines juives, terrifiée à l'idée que ses origines juives soient révélées à l'Inquisition, elle devra utiliser toute sa ruse si elle espère survivre aux intrigues de ce monde où la corruption se cache sous la moindre feuille d'or. Ensuite on passe dans un autre registre avec du Cozy Mystery. Il s'agit du second tome des mystères de Tandy Mitty avec Le secret de Tandy Mitty de Nancy Atherton aux éditions Verso. J'ai le premier tome juste ici qui est La mort de Tandy Mitty qui est sorti cet été. Je l'ai lu durant ce mois de septembre, donc je vous en parlerai durant mon bilan lecture de mois de septembre. Mais on est sur une lecture plus cosy que mystery. Le côté mystery est plutôt un devoir de mémoire, de souvenir, d'héritage, etc. On n'est pas sur un truc, une enquête pour meurtre, polar, etc. C'est vraiment plus doux, plus douillé, beaucoup plus cosy. J'ai trouvé ça vraiment hyper chouette. L'ambiance est très réussie. On sent quand même dans la plume et dans le côté, dans les caractéristiques des personnages qu'on est sur une saga qui a quand même un certain âge. Ce premier tome a été publié quand même en 93, donc il a 30 ans maintenant. Mais j'ai quand même passé vraiment un bon moment dans la lecture et je pense même que c'est une saga où on n'est pas obligé de lire tous les tomes. Je sais pas encore moi si j'ai envie de lire la suite parce que sincèrement ce premier tome peut se suffire à lui-même. Ensuite dans la collection Fantasy des éditions Charleston, on va avoir L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness. Alors déjà je trouve le livre magnifique. Je vais vous mettre ici la version reliée avec le jaspage. Ce bleu royal avec ce corbeau noir et ces dorures, vraiment je le trouve sublime. On est ici sur le premier tome d'une nouvelle trilogie de l'autrice, mais qui vient suivre les mêmes personnages et à la suite des événements de sa première trilogie. Première trilogie que j'ai juste ici avec Le Livre perdu des sortilèges, L'école de la nuit et Le nœud de la sorcière. Alors,
Selon mes échanges avec la maison d'édition, si jamais vous n'êtes pas intéressé à lire cette première trilogie, vous pouvez totalement commencer à lire L'Oiseau Noir sans souci. Vous arriverez à comprendre, vous ne serez pas perdu. On est vraiment sur une trilogie nouvelle qui vient à la suite. En revanche, si vous avez l'intention, comme moi, de lire la première trilogie, si jamais vous commencez par l'Oracle de l'Oiseau Noir, vous allez vous spoiler des événements qui interviennent dans cette première trilogie tout simplement. Donc, en résumé, si vous voulez juste lire ça, allez-y, il n'y a aucun problème. Si jamais vous voulez également lire celui-ci, faut commencer par lire celle-ci. Il y a aussi un autre roman qui vient se glisser entre les deux trilogies. C'est La Force du Temps qui est sorti il y a un certain temps aussi. Mais d'après mes échanges avec des personnes qui ont lu ces romans-là, on est plus sur un roman hors série qui n'est pas vraiment très intéressant à lire et qui n'est pas obligatoire à lire non plus. Donc lui, je vais pas forcément vous en parler. Mais du coup, vu que moi je fais partie de ceux qui veulent lire la première trilogie, je ne vais pas vous lire le résumé de l'Oracle et de l'Oiseau Noir pour pas risquer de me spoiler moi-même. Et je commencerai à lire le premier tome, le livre perdu des sortilèges, dès le mois d'octobre. Donc je vous en parlerai vraiment très vite. C'est une saga que je voulais découvrir depuis longtemps. Ça fait peut-être 2 ou 3 automnes qu'elle est dans ma wishlist. Et vraiment, la sortie de l'Oracle et de l'Oiseau Noir, c'est l'occasion idéale où je me suis dit, allez Nolwenn, cette année, c'est la bonne année, il faut que tu la commences. Donc ça va être parti. Ensuite, les éditions Big Bang vont nous proposer la nouvelle saga de l'autrice Elise Kova avec L'éveil de l'air, le premier tome qui sera normalement le premier tome d'une saga de 6 romans. J'ai pas lu les premiers romans de Elise Kova qui sont sortis aux éditions Big Bang, ils m'ont pas forcément attirée, mais vous allez voir avec le résumé de celui-ci, cette saga-là a l'air vraiment très chouette, donc je la lirai et je vous en parlerai. On disait des Marchelaires qu'ils étaient les enfants du ciel. Une dernière conquête, c'est par l'Empire Solaris, de l'unification du continent. Et le pouvoir rare qui sommeille en Vala, apprenti bibliothécaire de 17 ans, pourrait changer le cours de la guerre. Depuis son enfance, Vala a toujours trouvé refuge dans les livres, heureuse de rester à distance des mystérieux sorciers qui vivent dans une tour au château. Mais quand elle sauve la vie du prince Aldric, un des plus puissants sorciers de l'Empire, Vala est propulsée dans un monde rempli de magie et de secrets. Elle doit alors faire un choix, car si elle accepte son pouvoir, il lui faudra commencer une nouvelle. Et tandis qu'elle hésite et se rapproche de plus en plus du jeune prince, de puissants ennemis attendent, tapis dans l'ombre. Donc je sais pas ici si on sera sur une fantasy avec de la romance ou sur une romantaisie. Je vous dirai au moment de ma lecture par rapport à la proportion que prend la romance. Je considère qu'on est sur une romantaisie à partir du moment où il y a minimum 50 voire 60% de romantaisie. Si il y en a de romance, pardon, s'il y a moins de 50% de romance et que la majorité de l'intrigue tourne autour d'autre chose, que sans la romance, il y a quand même une histoire, pour moi c'est une fantaisie avec de la romance. Donc c'est vrai que c'est une petite subtilité, mais qui est importante pour pas mal de lecteurs. Moi pas forcément, parce que l'un ou l'autre, j'adore les lire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent lire que de la romantaisie avec une forte importance de la romance, et à l'inverse, il y en a qui veulent pas du tout en lire. Dès l'instant que je lirai, je vous dirai sur quel genre de fantasy on est plutôt. Maintenant, on va parler de manga avec la sortie au mois d'octobre de L'Atelier des Sorciers, le 13e numéro de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Je vous en parle parce qu'au mois d'août, j'ai commencé les mangas, et d'ailleurs le premier tome de L'Atelier des Sorciers fut le tout premier manga que j'ai lu. J'ai déjà les 3 numéros à la maison maintenant, même si j'ai toujours pas lu ni le 2 ni le 3. Mais du coup voilà, le 13e numéro sort au mois d'octobre. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est vraiment très attendu, parce que c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit parmi les lecteurs VO, les lecteurs étrangers, etc. Qui a vraiment eu beaucoup de succès lors de sa sortie originale. Il s'agit de Powerless de Lauren Roberts, dont le premier tome sortira du coup ce mois d'octobre aux éditions Olympe. Il sortira dans un format relié que je vous mettrai juste ici, avec du coup jaspage et jaquette. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ila. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedine fait partie des ordinaires, chassée et tuée pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, elle se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve, sans le savoir, l'un des princes d'Ila. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge. Une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs d'élite dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince le fera lui-même lorsqu'elle découvrira ce qu'elle est. Car il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Et tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Donc voilà, ici on est clairement sur une romantaisie, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de retours qui ont déjà été faits sur ce roman-là, parce que c'est vraiment un roman que moi personnellement j'ai vu beaucoup tourner parmi les Français qui lisent en VO, ou tout simplement même les contes anglophones, américains, etc. Donc on est clairement sur une romantaisie, l'histoire va tourner autour de la romance. À première vue, on sera sur un Enemy to Lovers, qui dit Enemy to Lovers dit
slow burn, sinon ça n'a pas de sens à mes yeux. En tout cas, je l'espère. C'est un roman qui m'intrigue énormément parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous en parler. Maintenant, aux éditions Scrinéo, on va avoir Dans Slam, le premier tome de Le Serment d'Eldenhai, écrit par Georgia Caldera. Plongé dans un monde autrefois peuplé de titans divins, où Eldenhai a conclu un pacte avec une ancienne déesse pour sauver les siens. Elle n'aspire qu'à devenir Aspara, une danseuse sacrée au service de Veil, le dieu titan, dont le corps forme l'île sur laquelle elle vit. Et elle y parviendrait très bien si elle n'avait pas toutes ces voix dans sa tête qu'elle ne comprend pas, mais qui l'épuisent à petit feu. Jusqu'au jour où l'une d'entre elles, celle de Veil lui-même, lui ordonne de s'emparer de la pierre, la source même des pouvoirs des chamans, fièrement protégée par son temple. Ce même jour où les Célestes débarquent de Stellion, un astro-titan que l'on croyait désert, pour ravager le monde qu'elle connaissait. Une seule chose compte désormais, sauver Elandrine, cette petite sœur qui ne sait même pas qu'elle existe. Et pour elle, Eldenhai est prête à tout. Même à passer un pacte avec une déesse, et devenir son bras armé parmi les vivants. C'est alors qu'elle rencontre le mystérieux renard, un chaman séduisant à la puissance inégalée. Maintenant, on se dirige aux éditions Michel Lafon avec L'Empire des Ouragans, le premier tome de la nouvelle série de romantaisie d'Alexiane de Lys. Et ça va parler de dragons. Chamar de Vaspi est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur sans âme, en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aidan, le ténébreux empereur, n'est peut-être pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Maintenant, on va parler second tome avec Luminaries, le tome 2, La Lune chasseresse de Suzanne Demare aux éditions La Martinière Fiction. On est sur un roman young adulte qui mêle fantasy, paranormal et adolescent. Et là encore, je vous lirai pas le résumé du de ce tome-là pour pas vous spoiler ceux qui n'auraient pas commencé la saga. Mais normalement, on est sur une trilogie, donc il y aura encore un troisième tome à prévoir à la suite. On reste dans les suites de saga avec aux éditions Hachette Roman, Elle est la cendre, qui est du coup le tome 2 de Elle est le feu, écrit par Alice Doublier. Je vous ai parlé de cette lecture-là parmi mes bilans de cet été. Ça a vraiment été une très belle surprise pour moi ce roman. Je m'attendais pas forcément à quoi que ce soit au moment de la lecture, mais j'ai trouvé beaucoup plus complet, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus profond que ce à quoi j'aurais pu m'attendre, notamment pour du young adulte et pour un premier roman d'une autrice que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il y a quelques petites choses pour lesquelles je suis pas convaincue, mais que j'attends de voir encore ce que ça va donner dans cette suite justement. Alors j'ai vraiment très hâte de pouvoir la lire et de pouvoir vous en parler à nouveau. Initialement prévu pour le 9 octobre, mais décalé au 23 octobre, on va avoir Spark of the Everflame, le premier tome de la saga Kindred's Curse, de Penn-Cole, une saga qui du coup comptera 4 tomes au total, et qui sortira au label Calix, et du coup, comme tous les romans du label Calix, il sortira dans une belle édition reliée avec Jaspage que je vous mettrai juste ici, mais celui-ci, comparé aux autres, n'aura pas du coup de version brochée. Dans un monde colonisé par les yeux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Dim Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Oralie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Dim devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Alors celui-ci, il m'intéresse énormément. Pourquoi? Déjà parce que tous les livres de Calix pour l'instant ont été de très bonnes lectures. Ils ont déjà sorti 4 romans que j'ai lus, dont je vous ai parlé ici. Le dernier Assistant to the Villain, je l'ai lu au mois de septembre, donc je vous en parlerai dans mon bilan. Tous de très bonnes lectures, il n'y en a aucun que j'ai noté en dessous de 4 sur 5 tout simplement. Et celui-ci, c'est le côté presque dystopique en fait dans ce résumé qui m'intéresse énormément. Le côté aussi les descendants des dieux, etc. Et ça crée du coup une caste sociale qui est aussi une caractéristique de la dystopie. Donc c'est vraiment ce mélange fantasy et dystopie qui moi m'attire énormément. Pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu, mais je devrais le recevoir vraiment très prochainement, donc il fera partie de mes premières lectures du mois de septembre. Donc je vous sortirai mon vlog lecture et mon avis avant sa sortie, c'est certain, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok pour découvrir ça. On retourne de nouveau aux éditions de Saban avec Lady Macbeth, prochain roman de Ava Red. Ici, on va être sur une réécriture historique avec un côté un petit peu horreur. Vous allez voir, ça a l'air vraiment très tentant. En plus, là encore, on va avoir un format relié avec Jaspage. Pour l'instant, il n'a pas encore été révélé à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc je peux pas vous le montrer, mais Sabran et de Saxu devraient pas tarder à le présenter, je pense, certainement, soit d'ici la fin du mois de septembre, soit au tout début d'octobre. Elle sait qu'elle va être mariée à une brute d'Écosse qui ne rend jamais les armes. Elle sait que la cour sera hostile et empreinte de soupçons. Et elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre. Et elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets. Ce qu'elle ne sait pas par contre, c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari, comme une armure encombrante,
Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore, et qu'elle menacera l'ordre du monde. Elle ne sait pas encore, mais cela viendra. Donc du coup, on est sur une réécriture du conte de l'histoire de Macbeth. J'avoue que c'est pas une histoire que je connais, mais vraiment, je la connais absolument pas. Mais ce roman-là, c'est vrai, est hyper intéressant. Je le trouve hyper attirant. Mais je dois avouer que je trouve qu'il coûte assez cher, alors qu'on est sur un roman qui fait très peu de pages. Et ça, c'est vrai que je trouve ça dommage, aussi beau soit-il, de payer aussi cher un roman de moins de 300 pages. Et c'était un petit peu le même problème avec Dot 200, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour ma très grande sélection, je l'avoue, parmi les sorties du mois d'octobre. Mais je vous avais prévenu, c'est la rentrée littéraire. Le mois d'octobre, c'est le mois où, si jamais vous êtes lecteur, il faut oublier l'idée même de faire des économies. C'est comme ça, malheureusement. On va manger des livres, en fait, ce mois-ci, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi tous ceux que je vous ai présentés, il y en a qui vous intéressent, quels sont ceux que vous avez même peut-être déjà précommandés, quels sont ceux peut-être même que vous avez déjà lus si jamais vous lisez les livres en VO. Et en tout cas, moi, il y en a pas mal dans tout ça que je découvrirai, que j'aurai la chance de pouvoir recevoir en service de presse et donc de lire et de vous faire découvrir à votre tour. Et si jamais vous ne voulez pas attendre mon bilan lecture du mois d'octobre ou même n'importe quel autre bilan du mois pour découvrir mes avis sur les livres, je vous invite vivement à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où du coup je fais du contenu de façon quasiment régulière, très quotidienne et où je vous fais partager toutes mes lectures, mes avis, des recommandations, etc. etc. Je vous invite également, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça ne vous coûte qu'un tout petit clic, mais moi ça me soutiendra, ça me fera vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et un très beau mois d'octobre.